Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Oui Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Erika Galland. Entrepreneuse, podcasteuse, conférencière, auteure, elle s'engage aujourd'hui pour rendre toutes les formes d'art accessibles au plus grand nombre et permettre à chacun, enfant ou adulte, de libérer tout son potentiel créatif. Elle estime en effet que la créativité qui est en chacun de nous a un vrai pouvoir, mais que celui-ci est bien trop sous-estimé dans notre société. On a donc voulu recevoir Erika Galland dans Femmes en Lumière pour en savoir plus. Bonjour Erika. Bonjour, merci Laetitia, merci Myriam de m'accueillir. Alors Erika, tu as fondé Acapellart. On dit Acapellart, Acapellart ? Acapellart. Acapellart. En 2021, car tu as décidé de mettre la créativité au cœur de la vie, la tienne d'abord, et aussi celle des autres, puisque tu considères que l'art est fait pour être partagé. Alors pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment est née cette start-up autour de l'art ? Oui, alors je suis Erika Galland, j'habite en région parisienne, dans le sud de Paris, à Villejuif. Je suis originaire de Normandie. Donc j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants et je suis maman solo. Et donc oui, j'ai créé Acapellart alors en 2020. Et ça a une importance parce qu'on sait tous ce qui s'est passé en 2020. Le Covid. Exactement. J'ai toujours été une artiste dans l'âme. Depuis toute petite, à l'âge de 5 ans, j'étais dans une chorale et je me rêvais déjà chanteuse. Après est venue à l'adolescence Madonna. Et donc l'art a toujours vécu en moi, mais je me suis jamais autorisée à le laisser passer à travers moi. Je me suis jamais considérée artiste jusqu'à 2020, où en fait, d'une petite idée, j'ai voulu permettre aux enfants notamment de pouvoir continuer à s'amuser, à créer du lien, à créer aussi, tout simplement. Et donc, j'ai mis en place un programme d'activités en visio pour les enfants au début du Covid, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et de là est né Acapellart. Donc finalement, cette petite âme d'artiste a grandi pour les autres. Mais finalement, je m'épanouis aussi à travers ça, parce que je fais travailler des artistes, justement. Je permets de révéler des âmes d'artistes, aussi des talents. Et puis, moi, je m'éclate. Je m'éclate dans tout ce que je fais maintenant et voilà. Alors là, donc, au moment du Covid, tu crées ça pour les enfants, mais aujourd'hui, Acapellart, ça s'adresse à quel type de public ? Ça s'adresse à tous les publics, effectivement. Tu fais bien de le souligner. C'est qu'au début, je l'ai créé pour les enfants parce que moi, je voyais les miens en tant que maman solo. Je savais pas trop comment les occuper, donc je me suis dit, les enfants, ils n'ont que l'école et les parents, donc c'est un peu moribond, quoi. Ouais. Je me suis dit, je vais créer quelque chose pour eux. Et finalement, je me suis aperçue qu'on était tous, et que pendant cette période-là, il y a des gens qui se sont mis à écrire, à coudre, à dessiner, à chanter, quelque chose qu'ils avaient en eux, qu'ils n'ont jamais exploité. Et le Covid, le fait d'être enfermé, j'en parle dans le bouquin justement de cet enfermement et de ce que ça provoque de beau aussi. Il y a eu des choses moins belles, mais il y a aussi du beau qui peut en sortir. Et donc, effectivement, depuis, grâce à cette période, finalement, j'ai commencé à faire grandir cette entreprise qui est maintenant en présentiel aussi, pour que ce soit accessible à tous, donc enfants, même bébés, petits enfants, ados, adultes, seniors, enfin de tous les âges, parce que pour moi, il n'y a pas d'âge en fait pour s'exprimer, et que vous le savez bien, vous qui êtes aussi des artistes, quand on l'a en nous, il y a ça en nous, on est tous créatifs. Bah oui, bien sûr. Et la créativité, c'est pour ça que tu disais, c'est un outil puissant qui est pas toujours encouragé à l'école, je trouve, quand vous avez des enfants. Oui, on va en parler. D'accord. Tout à fait. Bah oui, on vit aujourd'hui dans un système où les maîtres mots sont la performance et le résultat. Alors quel impact cela a-t-il selon toi sur notre rapport à la créativité et à la pratique artistique ? Acapellart en fait est né aussi de ce constat, c'est que c'est comme si on était obligé, même dans l'art, de performer tout le temps, en fait. J'ai fait beaucoup de conservatoires, pour de la danse, pour du théâtre, pour de la musique. Et à titre personnel, et même je vois aussi pour mes enfants, on se sent comme obligé de produire quelque chose.
et surtout dans des structures qui sont quand même assez orientées scolaires. C'est très scolaire, un peu académique en tout cas. Les très académique. Voilà, chercher le mot. Voilà, c'est très académique et même pour être artiste, si tu as fait les beaux-arts, t'es reconnu. Si t'as pas fait les beaux-arts, t'es pas un artiste. Et moi, je vais à l'encontre de ça. Je me dis, non. En fait, on doit pouvoir pratiquer un art sans être obligé de vouloir faire une scène, sans être obligé de pouvoir, je sais pas, faire une expo, même si c'est bien aussi d'encourager, mais sans forcer. Et sans devoir se justifier. Et sans se justifier et sans se dire, il faut que ce soit parfait. Oui, sans se dire il faut que ce soit beau, il faut que ce soit forcément que ça ressemble à quelque chose. Moi, je sais que mon fils a arrêté de dessiner à l'âge de 2 ans et demi à peu près. Parce que quand il voulait faire une voiture, ça ressemblait pas à une voiture et ça l'énervait. Donc il a dit moi je sais pas dessiner, c'est pas une voiture. Donc ça me plaît pas. C'est ça, et c'était compliqué. C'est interdit. De l'expliquer que la voiture elle pouvait prendre une autre forme. Oui, une voiture elle est pas forcément comme on l'imaginaire. En fait, tout est possible. Et on bride ce tout est possible à l'école. Un peu. Ouais. La créativité n'est pas toujours encouragée. C'est beaucoup la pensée analytique, la logique, les mathématiques. La partie créative, elle s'exprime un peu dans les petites classes. Plus on grandit, je vois ma fille qui est en première. C'est beaucoup de l'analyse, de texte, de l'analyse, on encourage la mémoire, mais finalement la créativité, elle s'exprime plus. Il y a plus d'art plastique, il y a plus de musique. C'est des options. C'est des options. Elle a pris option théâtre parce qu'elle aime ça, mais si on prend pas les options, en fait, on travaille plus ça. Et donc, et c'est vrai que on l'oublie et c'est vrai qu'on a alors. Déjà dans le temps, on disait être artiste, c'est pas forcément un métier. Un grand nombre d'artistes aujourd'hui qui le disent, qui ont un peu ils ont un peu vécu à l'encontre de ce que leurs parents leur disaient en disant non mais artiste c'est pas un métier, tu vas t'assurer, tu vas avoir le bac, tu vas faire des études et puis alors peut-être après tu pourras vivre de ta passion, mais d'abord t'assures tes arrières parce que artiste c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, comment tu le sens? Est-ce que tu as l'impression quand même que les mentalités évoluent? On s'autorise plus à vivre de son art? On s'autorise peut-être plus à libérer au travers d'activités comme nous on organise. Donc ma volonté d'ouvrir le champ des possibles et de donner l'opportunité aux personnes d'explorer. Ça, je trouve que ça reste quand même assez cliché le fait d'être artiste et que dans l'imaginaire des gens, on ne peut pas en vivre. Oui, c'est quelque chose en fait qui reste d'une passion et comme si on pouvait pas, ça pouvait pas être. C'est toujours un peu vu comme une vie un peu de saltimbanque et on n'arrivera pas à en vivre. Moi je le vois totalement parce que comme on en a discuté, je suis artiste, je suis auteur et je vis de ma passion, je vis de mon métier d'auteur, mais le nombre de gens que je croise qui me disent mais OK, t'es auteur mais tu fais quoi d'autre? Mais en fait non. Je suis autrice à 100% et j'arrive. Alors, c'est pas simple. Bien sûr qu'il faut varier ces différentes casquettes pour avoir différents types de rémunération en tant qu'auteur. Donc, c'est pas que écrire, c'est aussi faire des ateliers, etc. Mais comme tu le dis, faire son art, c'est aussi le déployer un peu autour de soi, d'avoir d'autres moyens de rémunération. Mais on peut vivre de son art. On peut. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, bien que, comme tu l'as dit, les mentalités s'ouvrent, ça reste encore difficile. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis ce que je fais, ou même d'autres personnes qui sont artistes et qui vivent, c'est mais t'en vis? Comme si en fait on pouvait pas vivre d'une activité artistique. Mais si en fait c'est du boulot et ça fait du bien aux gens. C'est un boulot comme un autre. Pourquoi un banquier on lui demande pas s'il en vit? Pourquoi on demande à un artiste s'il en vit? Oui, il peut en vivre. Alors oui, c'est pas simple, mais rien n'est simple dans la vie. Et puis quand on est débrouillard, comme tu le dis, tu peux avoir plusieurs casquettes. C'est ce qu'on appelle être slasher. C'est tu multiplies en fait les. On est toutes des slashers. Ouais, c'est ça. Mais toi aussi, Myriam. Voilà. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors toi, Erika, justement, en parlant de slasheuse, donc cette faculté ou ce choix qu'on fait de cumuler plusieurs activités, pour expliquer éventuellement pour ceux qui ne savent pas. Toi, au-delà de cette âme d'artiste que tu avais, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure en te présentant. Il y a un moment donné, tu voulais juste être Madonna. Oui. Et donc alors donc on l'a vu, t'as pas été forcément hyper aidé, hyper poussé dans cette démarche, mais tu t'es pas laissé abattre et à défaut d'aller faire des tournées internationales, tu as décidé de créer un podcast
intitulé « Moi, je voulais juste être Madonna ». Alors, est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit, ce podcast? Oui, alors ça part de mon rêve d'adolescente. Effectivement, comme on disait, moi je me rêvais Madonna quand j'étais dans ma chambre d'adolescente, et puis la chambre fermée, je rangeais le rêve dans une boîte, et puis je faisais ce qu'on me disait de faire, des vraies études, des vraies entre guillemets. Donc j'ai passé 20 ans dans une entreprise, on en reparlera peut-être. Et ce rêve de Madonna, finalement, au fur et à mesure de ma libération personnelle aussi, en créant mon entreprise, en me séparant aussi de mon conjoint, en commençant à aller vraiment vers mes souhaits, Madonna est revenue en me disant mais je dois en faire quelque chose, et c'est devenu un podcast qui permet, un peu comme ce que vous faites ici, de mettre en lumière des personnes qui avaient un rêve, qui ont eu un rêve, et souvent ça part des rêves d'enfants. Ouais. Quand on est enfant, on n'a pas de limite, on n'a pas de barrière, et on se dit moi je veux être Madonna, ouais, pourquoi je serais pas Madonna en fait, c'est quoi le problème? Sauf que quand on grandit, on se dit non, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a pas mal de personnes, dans toutes les personnes que j'interviewe, je remarque que souvent ça vient d'une faculté ou d'un talent naturel enfant qui un jour s'est estompé et revient, ou alors des personnes qui ont pu vivre tout de suite et se mettre en action pour vivre leur rêve, mais bien souvent, surtout à nos âges, il y a quand même un moment où on est rentré un peu dans le rang, dans un moule qui a été trop petit. On en est sorti. Je te disais, j'avais interviewé Madame Meuf, qui est une humoriste qui a été attachée parlementaire, donc pareil, elle a suivi des études, elle était dans la politique. Elle, son rêve, c'était d'être comédienne. Et là, maintenant, elle est humoriste et elle commence à avoir une bonne notoriété. Elle dénonce un peu, tout ce qui se passe dans la politique, le côté très, forcément macho, patriarcal. Les femmes, sont pas bien considérées. Et elle dénonce un peu tout ça. Et maintenant, elle s'éclate. Tu sens qu'elle s'éclate, qu'elle est vraiment elle. Et il y a plein de personnes comme ça, en fait. Et moi, le but du podcast, ça part de mon rêve. Moi, je voulais juste être Madonna, et c'est aussi pour offrir une tribune aux personnes, pour inspirer les autres à dire mais oui, c'est possible. Ouais, et je joue le jeu de Madonna en conférence, j'en ai fait une samedi. Ouais, je mets Madonna et j'arrive en dansant Madonna. C'est énorme. Elle a peur de rien. Non mais elle a peur de rien. C'est ça qu'on adore chez toi. Et donc bien évidemment, donc peur de rien, tout ça te conduit à écrire ton premier ouvrage, parce qu'on s'arrête pas au podcast, on s'arrête pas à la start-up que je monte. On va même se lancer à écrire son bouquin. Donc ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux. Alors, avec un titre pareil. Donc ce livre a paru en novembre dernier. Tu nous fais le pitch? Oui. Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux. Ça part vraiment alors j'adore le développement personnel, j'en fais depuis 20 ans. Et je m'aperçois au fur et à mesure que justement je libère cette Madonna, enfin en tout cas cette artiste en moi, plus ça va, plus les portes s'ouvrent. On rêve souvent les yeux fermés, on rêve la nuit, et quand on se réveille, beaucoup de personnes oublient, vont au travail, etc., dans une vie qui leur convient pas forcément, mais bon, ils la vivent quand même, parce que parfois ils croient qu'ils n'ont pas le choix. Pour moi, en fait, c'est de dire, activer sa créativité, c'est l'activer au travers du dessin et d'autres formes d'art, mais c'est aussi créer sa vie de rêve, la créativité holistique, j'appelle ça comme ça, c'est que pousser un peu plus loin, on peut créer vraiment ce que l'on veut, et les portes s'ouvrent. C'est un peu le pouvoir de l'attraction. Est-ce que tu en parles? Ouais, je l'appelle pas comme ça. C'est le pouvoir on appelle ça le pouvoir de l'attraction ou la manifestation, mais c'est le fait de dire ouvre les yeux sur ta réalité, regarde vraiment les choses en face. Est-ce que ça te convient? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'as envie de cette vie-là? Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment ce côté ouvre les yeux, mais c'est aussi par rapport à ce que tu disais, j'ai rêvé, j'ai mon rêve, et quand je me réveille, j'oublie. Voilà. Donc c'est aussi ouvre les yeux, et rappelle-toi, souviens-toi de ton rêve. Rappelle-toi de ton rêve. Et active ton pouvoir. Parce qu'au-delà d'activer ta créativité, c'est aussi activer ton pouvoir. Waouh. En tout cas, un beau message déjà pour cette nouvelle année qui donne envie de... Une super couve. Moi, j'adore cette couve, je la trouve trop géniale. Un très beau livre qui se veut vraiment inspirant, qui donne envie en tout cas de se lancer en cette nouvelle année de 2025. Et c'est des méthodes en fait que je donne, ça se veut didactique, c'est pas du tout lourdingue, c'est pas ça se veut accessible à tous, c'est pas un roman, c'est partie de mes expérimentations, de mes expériences de vie plus ou moins heureuses. Qu'est-ce que j'en ai observé? Qu'est-ce que j'ai fait aussi
pour les transcender, et comment je suis passée de cette femme il y a 10 ans, mal dans son travail, mal dans son boulot, mal dans sa peau, avec des angoisses, avec j'ai pris des médicaments, j'ai fait des burn-out, à aujourd'hui, chaque jour, je me dis mais j'adore ma vie, je kiffe ma vie. Ben voilà. Oh là là, quel beau message. Ça. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Erika. On fait une petite pause musicale et on écoute bien évidemment Madonna, Vogue de Madonna, avant de continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Erika Galland, fondatrice de Acapella Art. À tout de suite. IDFM Radio, par nous, pour nous. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Erika Galland, fondatrice de Acapella Art et auteure de Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux, est notre femme en lumière du jour. Erika, tu as donc évolué pendant plus de 20 ans en entreprise et à un moment donné, ta quête de sens t'a rattrapé. Elle t'a même conduit à devenir responsable en développement durable d'une grosse entreprise, je sais pas si on peut le dire, nommer, Sodexo. Voilà, Sodexo, voilà. Et malgré ça, tu vis quand même un burn-out. Tu l'évoquais aussi tout à l'heure. Alors ça, c'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, d'après Opinionway 2023 et tout un tas d'observatoires, on a identifié que plus de 3 salariés sur 10 en France étaient en détresse psychologique, hein, donc pour ne pas dire en burn-out. Ouais. Ça a été voilà en octobre dernier. En quoi la reconnexion à l'art et à notre créativité influe-t-elle, selon toi, sur notre santé mentale et psychologique? C'est un vaste sujet, ouais. Parce que tout simplement, elle nous ramène, l'art nous ramène à notre enfant déjà intérieur, à notre âme, et on a besoin de créer en fait depuis tous les temps. L'art, c'est en fait l'histoire de l'humanité. Comment on définit l'art? On définit les époques par les courants artistiques, depuis les dessins dans les cavernes jusqu'à la satire, le théâtre, le siècle des Lumières, les cris, etc. Et donc pour moi, c'est quelque chose qu'on a en nous qui est intrinsèque. Sauf que quand on est dans une course à la performance, on n'a pas le temps d'explorer cette créativité, même d'activer son pouvoir créatif, comme j'en parle dans le livre. Et donc pour moi, en fait, libérer ça, même si c'est 1 heure par semaine, et c'est pour ça qu'on encourage les entreprises aussi. On travaille avec des entreprises à Acapella Art, donc je l'ai pas dit, mais on travaille avec des collectivités, des écoles, des centres médico-sociaux, des EHPAD, des entreprises, pour ramener de l'art, parce que l'art, c'est quoi? C'est la joie, tout simplement. Ouais. Et quand on est joyeux, ne serait-ce qu'un instant ou ne serait-ce qu'une journée, ça fait du bien, quoi, parce qu'on crée du lien, on se reconnecte à notre humanité, tout simplement. Et donc pour moi, et d'ailleurs l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a prouvé en 2019, la première étude qui sortait sur les bienfaits de l'art sur la santé mentale, et ça a un impact positif. On parle d'art-thérapie, qui est beaucoup maintenant dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite notamment, mais c'est pas que, ça a un côté, l'art-thérapie a un côté toujours un peu comme la psycho, où c'est ésotérique, ouais, non, pas ésotérique, mais je dirais soigner une pathologie, comme si c'était pathologique, voilà, comme si c'était pour soigner une pathologie. Moi, finalement, avec Acapella Art, on fait de l'art thérapie.
sauf que c'est de l'art-thérapie accessible à tous, sauf qu'on l'estampille pas art-thérapie parce que c'est très codifié. Mais finalement, l'art est une thérapie et je le vois dans les personnes qui participent. Ça ouvre des portes, de toute façon. Et c'est juste une petite porte qui s'ouvre sur quelqu'un qui a jamais dessiné depuis, 30 ans, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il peut dessiner. Et j'ai le cas d'une personne récemment qui m'a dit, mais en fait, ça a réveillé quelque chose en moi. J'avais pas dessiné depuis que j'avais 14 ans. Je croyais que je savais pas dessiner. En fait, je sais dessiner. J'en ai parlé à mon père. Mon père m'a dit que lui aussi, en fait, il faisait des choses créatives. J'en ai parlé à mon frère. Ça m'a permis de reconnecter avec eux. On en a parlé. Donc, en fait, ça ouvre des perspectives qui sont, juste inconnues. Et ça crée du lien au-delà. En fait, ça a même permis de résoudre des problèmes de famille parce que c'était son frère qui lui avait dit quand il était petit qu'il savait pas dessiner. Donc, ils en ont parlé. On revient à la voiture. Ouais, et c'est faux parce que parfois, alors c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Mais même s'il y a une personne à qui ça a ouvert quelque chose dans le cerveau, dans le cœur, et à qui ça a permis de se sentir mieux, tant mieux en fait. Oui, et puis là je le trouve hyper fort ce témoignage de finalement c'est même pas ça a ouvert quelque chose d'inconnu, c'est que ça a ouvert quelque chose qui était là. Mais oublié oui, c'est vrai. de la propre famille, c'est-à-dire le papa finalement. Mais en fait, il y avait ça qui circulait dans les gènes, mais on l'avait un peu oublié parce que c'est tellement peu valorisé et tellement peu, ou peut-être que voilà, bon les histoires de chacun, mais c'est incroyable. Donc ça a vraiment un pouvoir guérisseur qui est pas juste pathologique. En fait, c'est pas réservé à une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Et si on ramenait plus de ça. Et on peut là, même dans le monde, on supporterait. C'est ça. Mieux. Et moi, j'ai même une vision qui va bien au-delà. C'est carrément de revoir les méthodes d'apprentissage à l'école, d'intégrer l'art en tant qu'outil aussi dans les apprentissages. Faire apprendre des cours d'anglais, de maths, d'histoire, en obligeant les enfants à apprendre par cœur les verbes irréguliers. Ça amuse personne. Leur faire apprendre ça en créant de façon à travers l'art plastique, à travers le théâtre, à travers le chant, à travers toutes les formes d'art, ils vont s'en souvenir, mais bien mieux. C'est ça. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure en entreprise. Tu disais, voilà, les gens n'ont pas le temps. Or, on leur demande souvent d'être innovants. On parle tout le temps d'innovation, et en fait, c'est juste souvent c'est pas un problème de temps. Non, en fait, c'est pas le temps. Mais en effet, c'est ce que tu dis. C'est l'approche. L'approche où on laisse pas tellement la place à la créativité. Et toi, donc c'est justement tout ce qui fait la raison d'être d'Acapellart aujourd'hui, véhiculer ce genre de message. Et donc aujourd'hui, tu as réussi à constituer autour de toi une équipe de 50 artistes qui interviennent en fonction des besoins. Mais je crois que tu envisages d'aller même encore plus loin, puisque tu aides les artistes aussi à se développer via une marketplace. Ah oui, alors oui et non. J'ai tenté, je l'ai arrêté. D'accord. C'est un projet que j'ai mis en stand-by pour l'instant parce que c'était beaucoup de temps et j'avais pas forcément les moyens aussi, ça demandait un certain C'était quoi l'idée? Parce que ça, c'est une petite graine qui gêne dans ton esprit, elle va bien. Elle a été créée, Elle a existé pendant 1 an. Ouais, c'est pour ça que je l'ai arrêté il y a pas longtemps parce qu'en fait mon idée c'était de faire travailler les artistes par le biais d'activités, de cours, de stages, etc. C'est bien, mais aussi eux, ils sont artistes aussi avant tout, c'est-à-dire qu'ils créent leurs œuvres. Et mon but, c'était de proposer une plateforme pour les artistes qui n'ont pas forcément de site internet, qui sont pas souvent très très bons. Aussi, leur truc, c'est pas de communiquer ou de vendre. Leur truc, c'est de créer. Et souvent, on dit que les artistes sont dans leur bulle et qu'ils ont du mal à. Donc c'était pouvoir les donner à voir, quoi. Leur offrir un espace pour exactement, pour leur offrir un espace et puis me dire aussi, j'ai envie de créer une communauté d'artistes et de les mettre en lumière justement pour qu'ils puissent avoir d'autres espaces en fait et pas avoir à s'occuper de la vente et bon après voilà il y a d'autres sites internet qui font ça comme Etsy et autres et donc c'est très compliqué. Moi, je voulais faire quelque chose d'assez alternatif, de proposer justement des choses qui sont pas forcément visibles partout, et même jusqu'à la décoration, même jusqu'à c'est ça, les petits objets, les produits cosmétiques, parce qu'en fait, l'art et l'artisanat, c'est lié. Et donc voilà, ce projet a été mis en œuvre. Et pour l'instant, je l'ai mis en stand-by pour me reconcentrer déjà sur les activités, les cours, les stages. Mais voilà, ça reviendra peut-être. Bah oui, bien sûr, parce que du coup, comme tu le dis, c'est quand même un projet qui prend du temps, de l'investissement, et tu fais déjà beaucoup de choses. Sachant qu'on a été autofinancé depuis le début. Acapellart n'a eu aucun investissement extérieur. Tout a été fait maison. Bravo. Depuis le début.
Donc voilà, tout est positif, quoi. Ouais, donc, du coup, tu préfères garder cette pente ascendante et tu as entièrement raison. Alors, du coup, tu as même, comme tu le disais, travaillé sur tu interviens dans différentes conférences. Tu as même animé une conférence dans le cadre du Grand Sommet de la Motivation qui s'est tenu pour la 9e fois à Paris en novembre dernier. Alors, comment fais-tu pour mener de front toutes ces activités au quotidien? C'est quoi ton secret? Mon secret, alors déjà c'est la passion. Je pense que quand on a la passion, on trouve le temps, comme on disait. C'est pas une question de temps. Et puis, je m'entoure. Je pourrais pas faire tout toute seule. Acapella a bien grandi. Donc, comme je disais, on a une 50aine d'artistes et pas mal de partenariats avec des écoles, etc. Donc, je m'entoure tout simplement. Donc, je délègue ce qui me prend du temps, ce qui me prend de l'énergie, parce que moi, mon kiff, je suis une artiste, je suis une créative, je suis une créatrice. Ah oui. Il faut pas s'oublier du coup. Je veux créer, je veux continuer à créer, d'où le podcast, d'où les conférences, d'où le livre, d'où la marketplace qui était aussi une création en fait. Et j'essaye de mettre en place un écosystème qui marche quasiment sans moi. Même si je suis là, forcément, pour pouvoir me garder du temps pour faire des choses à côté et continuer en fait aussi à transmettre des messages, à être représentante, parce que si je suis tout le temps les mains. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas dur quand même quand on est femme, maman, entrepreneur et maman solo, surtout ce que tu l'as dit. Ouais. Comment sont rythmées tes journées? T'as un calendrier, t'as des alarmes, comment tu t'organises? Alors moi je suis une créative justement, et donc comme c'est pour ça aussi que j'ai quitté le monde de l'entreprise, c'est que je ne supportais pas les horaires définis, je ne supportais pas les contraintes, donc je crée beaucoup la nuit. Je suis une louve, d'où mon animal totem c'est le loup, d'où la couverture de ton livre. Voilà. D'accord. Et donc je crée beaucoup la nuit. J'ai entre 22h et 3h du matin, c'est là où je carbure à fond. Le matin, faut pas compter sur moi. Donc en gros, je travaille l'après-midi, après le matin un petit peu, mais surtout l'après-midi, et ensuite je crée la nuit, et voilà, et j'ai pas d'agenda, et j'ai jamais fait de business plan, et incroyable. Et j'y vais comme ça. Ça me rassure. Bon, en tout cas, merci beaucoup Erika pour ce témoignage inspirant qui, on espère, donnera envie à nos auditeurs et à nos auditrices de vivre une vie encore plus créative et plus audacieuse en cette nouvelle année de 2025. Et oui, Erika, notre émission touche à sa fin, et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Alors le premier, est-ce que tu pourrais nous partager ton livre fétiche? Même si je sais que ça doit être hyper dur. Ouais, c'est dur. Je peux en dire 2 quand même. Allez, 2, on accepte. On en mettra qu'un en lumière. Donc ton premier quand même gros coup de cœur, et tu pourras le dire le deuxième avec plaisir. Bon, le gros coup de cœur, c'est quand même La prophétie des Andes de James Redfield, qui m'a beaucoup aidé en 2015, qui m'avait ouvert les yeux justement sur beaucoup de choses. J'ai une approche un peu ésotérique, et je suis très portée là-dessus, l'astrologie, la numérologie, tous ces sujets-là. Donc prophétie des Andes qui parle beaucoup du rapport de pouvoir, de recherche d'énergie en fait, à travers les luttes de pouvoir, et les coïncidences aussi, et si les coïncidences révélaient le sens profond de la vie. Donc c'est ça, moi je suis très portée sur les synchronicités, sur le sens caché des choses, et donc l'histoire est très intéressante. Et le deuxième, c'est alors une BD qui m'a aussi fait un déclic, qui s'appelle c'était quoi? C'est 40 ans. Ah oui, 40 ans, c'est pas vieux pour un arbre, je crois. 40 ans, c'est pas vieux pour un arbre, de Margot Motin. De Margot Motin, voilà. J'adore les BD de filles, comme on dit. C'est ça. Et j'avais acheté ça, j'avais 38 ans, et c'est même pas le bouquin lui-même qui m'a fait tilt, c'est la première citation en ouvrant le bouquin, qui est celle de Confucius, qui m'a porté. On a 2 vies. La deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une, qui est devenu un livre derrière. Et ça m'a fait tilt en me disant, mais en fait là, mais c'est pas ma vie, c'est ma première. Maintenant, la deuxième, elle va commencer. Voilà. Quel beau message, en tout cas. Merci beaucoup pour ces 2 coups de cœur littéraires. Et pour finir, donc, notre deuxième rituel, que pourrions-nous souhaiter à cette femme lumineuse, artistique que tu es pour cette nouvelle année? Tout simplement de continuer à apprécier chaque jour, de m'émerveiller des petites choses, d'apprécier le soleil, la neige, les sourires, les étoiles dans les yeux que je vois en face de moi, et de kiffer chaque jour, et la capacité à s'émerveiller. S'émerveiller de tout, je crois que c'est vraiment ce qui fait que on apprécie la vie, et sans trop réfléchir à demain, parce que demain n'existe pas.
Eh oui, le moment présent. Merci beaucoup en tout cas. Super message. Merci beaucoup Erika pour ce témoignage. Merci. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir accompagnés. On se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr et sur l'Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci et une très belle année à tous. Bonne année. Bonne année. À bientôt.